Bonjour à tous, merci de me recevoir ici. Alors c'est vrai que je ne suis pas le local de l'étape, dans ce bâtiment magnifique avec tout ce qu'il y a autour, et puis il y a des étudiants je crois, et ça c'est quelque chose d'important pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses à aller amener au futur. Alors je vais me présenter 2 minutes. Donc moi je suis le patron de la boîte, donc ça c'est une position assez particulière, il y en a eu d'autres. La boîte, je ne l'ai pas créée, mais on m'a demandé de la créer. C'est un pool d'actionnaires qui m'a demandé de la créer. Donc, quand je sortais de mes études, donc j'ai fait que celle-ci. C'est une société de métallurgie. Ça m'a fait plaisir ce matin, parce qu'on parle peu de la métallurgie en France, mais là, on en a parlé et ça, c'est vraiment top. Donc, nous, on fabrique, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fabrique et puis pourquoi on a été dans le lean, comment on l'a fait. Vous allez retrouver beaucoup de choses que vous avez entendues et puis peut-être 2-3 trucs que vous n'avez pas encore entendus. Alors Alliance, on est une petite société, on est une PME, ça n'a rien à voir avec Toyota, on a un tout petit truc. En Franche-Comté, à côté de Besançon, mais on est une société de transformation de matière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machines, on va transformer de la matière plastique, la matière métallique. Donc on ne fait pas de l'assemblage, c'est vraiment de la transformation de matière au sens propre, et ça c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Alors je vais parler un tout petit peu du process, pas trop longtemps pour ne pas vous ennuyer, mais quelque part c'est important de comprendre ce qu'on fait. Donc on fait la métallurgie des poudres, donc on va faire des pièces mécanique, microtechnique, en faisant pousser la matière autour des trous. Donc c'est quelque chose d'assez particulier et on est tout seul en France à faire ça. C'est quelque chose qui est extrêmement connu. Tous les téléphones, toutes les montres connectées sont faites comme ça, mais pas en France. C'est fait évidemment tout en Asie, mais nous on est la seule société française qui fabrique ça. Donc on part des matières premières qu'on appelle un feedstock, qui est un plastique chargé de poudre métallique. On le met en forme comme une pièce d'injection plastique traditionnelle avec des moules qu'on fabrique chez nous aussi. Et puis après, on va enlever le plastique par opération de déliantage, et donc c'est de la chimie. Et puis après, on va friter, c'est de la chimie du solide, c'est la diffusion atomique. Et puis après, on va usiner les pièces, et là, on entre dans la mécanique. Donc on a beaucoup de technologies associées les unes avec les autres. Et on travaille pour différents secteurs d'activité. On a parlé de l'exigence tout à l'heure. Donc nous, on a des clients qui sont exigeants. On a au départ la montre, puisqu'on est à Besançon, parce que c'est l'endroit où il y a la montre en France. Et nous, on travaille beaucoup pour la Suisse. Donc des pièces de montre, on fabrique aussi des pièces d'équipement de montagne, des pièces de médical, des pièces de moteur d'avion et puis des pièces d'armement. Donc tous des endroits, il ne faut pas trop déconner parce que quand on fait un problème, c'est un problème qui peut être vraiment grave pour l'utilisateur final. Donc on a des clients qui sont très exigeants et c'est pas pour ça qu'ils nous payent beaucoup d'ailleurs. Et aussi une très grande variété de produits. Donc la personne qui achète des pièces de moteur d'avion, elle n'a rien à voir avec la personne qui achète des produits de montre ou bien du médical. C'est des secteurs qui n'ont rien à voir, avec des normes qui sont différentes, avec des matériaux qui n'ont rien à voir non plus, parce qu'on ne met pas dans un moteur d'avion ce qu'on met dans une arme, ni dans un instrument d'escalade. Donc il faut gérer toute cette complexité. Je vais parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, je vais parler beaucoup de technologie, on va parler de lean aussi, mais vraiment de l'aspect métier parce que c'est vraiment important pour moi. Et pour le lean derrière, évidemment. En fait, les matériaux et la technique façonnent les produits et façonnent la manière dont on va s'en servir et nos vies quelque part. Je vais parler d'un truc assez simple qui est un bracelet de montre métallique, donc c'est pas un truc de très haute technologie, mais si on revient aux années 80, c'était de la tôle pliée. Et puis au fur et à mesure, dans un acier qui est un acier inoxydable relativement bas de gamme, 304L, c'est les aciers qu'on utilise dans la cuisine. Et puis après, au fur et à mesure que la technologie monte, que les produits montent, qu'on veut aller vers la concurrence, on va introduire des nouvelles technologies comme le MIM qui est arrivé en 95, donc quand on a créé la société. Et puis les alliages évoluent. Donc on a après, au-delà du 316L, du 304L, on a le 316L. Puis après des alliages de plus en plus raffinés avec de moins en moins d'impureté. Et puis on va sur des pièces de plus en plus cossues, ce qu'on appelle les plus cossues, plus qualitatives, beaucoup plus mécaniques, avec aussi plus de flexibilité pour le client. Donc on va pouvoir régler la taille d'un bracelet métallique sans outils, par exemple. Donc ça, c'est des systèmes qui sont arrivés il y a 5 ans. Et puis après, on le fait avec des pièces rapportées, puis après, on le fait avec des pièces monoblocs, et puis après, on va sur des alliages qui ont plus de nickel pour peu qu'il y ait d'allergie et que ça soit plus résistant à la corrosion. Donc tous les 3-4 ans, il y a une technologie qui arrive, et ces technologies-là, il faut les prendre, il faut les embrasser, parce que si vous ne les avez pas, derrière, vous perdez le marché. Donc il faut être sans arrêt en train d'aller quelque part chercher la techno qui suit, ou la matière qui suit, ou le produit qui suit pour pouvoir exister. Ça, c'est important parce que c'est tout le temps dans cette course-là que nous, on se positionne. Celui qui n'a pas la technologie de ça, aujourd'hui, il est mort. Vous imaginez une voiture
qui aujourd'hui n'a pas de GPS, pas de moteur hybride, pas de moteur électrique, tout ce genre de trucs, il n'y en a plus beaucoup, quoi. La R12, aujourd'hui, vous ne la vendez pas, quoi. Donc, il faut s'y faire, quoi. J'ai dit tout à l'heure qu'on était des métallurgistes, et alors moi je suis métallurgiste, et vous savez c'est l'histoire du clou et du marteau, hein, quand on est un marteau on voit tout comme un clou, et donc nous je vois beaucoup de choses du point de vue de ça, donc ne vous étonnez pas trop, c'est vraiment, on est toujours sur la technique. Et puis une autre chose qui nous caractérise, c'est qu'on fabrique, on conçoit, on fabrique entièrement en France, et ça c'est pas le meilleur pays du monde pour ça. En fait tout le monde voudrait qu'on soit ailleurs. Nos clients voudraient qu'on soit ailleurs, ce serait moins cher. Nos actionnaires s'en feraient plus de bénéfices. Et nos salariés, parce qu'ils seraient chez eux. Donc, il faut comprendre ça. On part déjà avec un peu des valises, quoi. Je vais attaquer le lean, là, maintenant. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi j'y suis allé. Mais ce qu'il faut retenir dans le lean, c'est ça. S'il y a un truc à retenir aujourd'hui, c'est qu'on fait les bonnes choses à partir des bons raisonnements. C'est prendre des bonnes décisions, le lean. C'est ça qui est le plus important. On va parler de plein de choses, mais en tant que patron, et pour tout le monde dans l'entreprise, on doit prendre des bonnes décisions tous les jours. Pour l'ouvrier, c'est savoir si sa pièce est bonne ou si elle est mauvaise. Pour le patron, c'est est-ce que j'engage ça ou est-ce que je n'engage pas ça. Mais à tous les instants, en tant que programme de commande numérique, est-ce que je prends la bonne décision? C'est important de faire ça. Parce qu'en fait, il y a les concurrents, mais il y a aussi nous qui nous faisons du mal à nous-mêmes. Si on arrête déjà de se faire du mal à nous-mêmes, on a un énorme progrès à faire et on sera beaucoup plus compétitif. Et ça, c'est ce que j'ai appris à travers le lean et ça ne se fait pas tout seul. Et moi, je l'ai fait en étant aidé par des sensei et je vais vous amener aujourd'hui un peu la parole de ces gens-là parce qu'elle m'a profondément modifié, elle m'a profondément fait évoluer. J'ai intitulé l'exposé « Nos réalités ». On a parlé ce matin, c'était Benoît, je crois, la personne de Toyota, là, qui disait un monde de bisounours. Moi, je ne suis pas dans un monde de bisounours, et j'en suis pas un du tout. Hein. Je ne suis pas non plus pessimiste, par contre, je suis réaliste. Et on a des réalités qui sont ce qu'elles sont. Je ne suis pas pessimiste non plus, par contre, sinon je ne serais pas là, mais il faut les prendre en compte, parce que nier ça ne nous permet pas d'avancer. Alors, je vais faire une petite liste là-dessus, et puis on pourra en reparler, même si j'ai un train dans pas très très longtemps. J'aurais bien aimé pouvoir discuter avec le monsieur de Toyota, parce qu'il est le patron, il est VP chez Toyota à Onin. Moi, je suis allé au Japon il n'y a pas longtemps, et j'ai rencontré la personne qui a démarré cette usine, là, le japonais qui l'a mise en route, qui s'appelait Seishiro Adaishi. Il nous a fait une conférence en français. Voilà, respect sur la personne. Et le premier truc qu'il nous dit, c'est ça. Et ça, je vous laisse lire, ça fait mal. Et ça fait mal parce que c'est vrai. Donc on a beaucoup de mal à tenir nos engagements et en plus on s'en fout. Donc ça, c'est très très dur. Donc c'est une réalité d'aujourd'hui. La deuxième réalité, c'est le Black Swan, signe noir. Jusqu'à 2020, honnêtement, ça faisait 25 ans d'industrie, j'ai eu plein d'emmerdes. J'en ai eu un gros, mais globalement, on voyait à peu près les choses arriver. Depuis 2020, il ne se passe pas une année et demie sans qu'on se prenne un truc incongru dans la figure. Donc le signe noir, c'est quelque chose de peu attendu qui bouleverse complètement votre futur. Et ça, je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Alors, imaginons que, vous savez que la France vit de la Chine, qui fabrique à peu près tout. Imaginons que la Chine double ses prix de vente. Ça va faire un truc, quoi. Imaginons que l'IA, le climat, Poutine, tout ça, on va dans des moments où ça va être de plus en plus nécessaire de réagir vite. C'est ma conviction. Pour ça, il faut être flexible. Et le lean, c'est ça. Ça nous permet de réagir plus facilement. C'est le fil conducteur à tout le reste. Une réalité aussi qu'on a, alors même si ce matin on a montré une très grosse usine, des très grosses usines, la fabrication de masse en France, on l'a plus. En fait, la fabrication de masse, on l'a mise en Chine.
Et ici, chez nous, il ne reste plus de fabrication de masse. Il reste de l'artisanat. Et on continue à réfléchir comme si on faisait de la fabrication de masse, en voulant faire des économies d'échelle, par exemple. Mais quand on fait peu de produits, avec un grand mix, on ne fait pas d'économie d'échelle. Donc il faut passer sur autre chose. Là, le lean, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, beaucoup plus que tout le reste, parce que justement de l'artisanat à l'échelle et pas de la... On a montré tout à l'heure, là, c'était Romain de Toyota, il a montré que les États-Unis étaient 8 fois plus productifs que les Japonais, mais pas avec la même production. C'était de la production de masse. Et ça n'a plus cours en France. Donc ce n'est pas la peine de raisonner là-dessus. Parce qu'il y a une équation, moi j'aime bien les équations, il y a une équation qui est juste et qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Donc ça, c'est encore une histoire de réalité, c'est l'équation du profit industriel. Le profit, c'est la somme de ce qu'on vend fois la marge individuelle. Ça, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Et pour maximiser le profit, on essaye d'augmenter les volumes. Puis en général, quand on augmente le volume, on peut réduire les coûts et augmenter les marges. Mais ça c'est facile quand ça va bien, sauf que ça va plus rarement bien maintenant. C'est plus compliqué qu'avant. Donc si on veut augmenter le profit en réduisant les volumes, ce qui est le cas de beaucoup de monde, eh ben, il y a deux possibilités. Soit on augmente le prix de vente, donc ça c'est possible quand on fait du luxe par exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis à un moment, on va arriver à une limite. Par exemple dans la montre suisse, 12 000 € pour une montre transaiguë en acier, et ça commence à être difficile à vendre au-dessus. Hein. Il faut quand même se lever de bonne heure pour trouver les gars qui vont acheter ça. Et alors après, c'est réduire le coût de revient. Et là, 2 solutions. Le cost cutting, c'est ce que font les acheteurs. C'est des gens que j'aime pas, moi, les acheteurs, mais pas du tout. Hein. Donc, ils te réduisent les marges et tout ça. Ou alors, on va réduire les gaspillages. Le problème du marketing, il y a 2 soucis principaux. C'est la qualité, parce qu'on va trouver des solutions, et ça, on va réduire quelque chose. Et puis après, c'est la perte de souveraineté, c'est quand on va mettre ces trucs en Chine. Par contre, réduire les gaspillages, ça, on peut le faire. Et là, il y a plein de possibilités. Il y a la matière, il y a la qualité, il y a les mouvements inutiles, il y a les stocks. Et c'est ça, le lean. C'est là qu'on va aller chercher ces sources de réduction des gaspillages pour pouvoir continuer à faire du profit sans production de masse, avec un high mix, beaucoup de mix et des petits volumes. Quand vous regardez ce que fait Toyota, en fait, ils n'ont que 2 voitures ici, mais si vous allez au Japon, vous allez voir le nombre de modèles qu'ils ont, c'est absolument incroyable. Et vous allez dans chaque pays, vous allez au Canada, ils ont des énormes trucs, aux États-Unis aussi, vous allez ailleurs, ils ont des voitures à chaque fois adaptées. Ils ont un mix phénoménal. Ils n'essayent pas de réduire, d'augmenter les marges en réduisant la gamme, eux, ils font exactement l'inverse. Alors dans nos réalités, on a parlé beaucoup d'emmener les gens, de l'engagement, et c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Mais dans les réalités qu'on a, on est quand même dans un monde de combat en ce moment. C'est pas si simple d'engager tout le monde. On parlait du monde des bisounours, mais aujourd'hui, la société, notamment en France, tout le monde est dans un monde de combat. C'est dur. Les gens, ils arrivent à l'usine, ils sont déjà en colère. Donc c'est compliqué. Le prochain coup, il faudra mettre des bouteilles d'eau. Ça, c'est une réalité aussi. J'ai une dédicace pour Siam, là. Quelque chose de spécial pour toi. Une de mes réalités de tous les jours. C'est ce vélo-là. En fait, nous, si vous n'avez pas compris, on est une entreprise de technique. Et quand j'embauche quelqu'un, je fais un test d'embauche, je demande de dessiner un vélo. Parce que je me dis, si la personne ne sait pas dessiner un vélo, que tout le monde sait ce que c'est qu'un vélo, je vais avoir un souci pour lui faire travailler sur une machine qui vaut 500 000 € et qui fait de la technologie. Et ça a l'air débile, mais honnêtement, c'est un très bon test. Je vais vous expliquer. Là, on est dans une école ici. Alors, j'ai une amie qui est prof en maths P étoile, donc elle prépare les élèves à faire Polytechnique. Hein. Et puis, je lui parle de ce truc-là, alors elle se marre, et puis elle me dit, regarde ce qu'ils m'ont offert. Donc, c'est Edith Bacher. Hein. Elle me dit, ils m'ont fait un porte-clés avec un vélo dessiné dessus. Donc ça, c'est des gens de maths P. Je dis, il y a un souci. Donc ça, il y a des étudiants dans la salle, là. Faites attention à tout. Il faut être précis. Je vais parler de la précision derrière. C'est super important de pouvoir se représenter dans sa tête les processus. Parce que sinon, là, on va avoir du mal à améliorer quelque chose.
C'est un peu important, quoi. Un peu important. Si je reviens à ça, parce que j'ai oublié un petit truc avec l'histoire de l'eau, là. Pour démarrer le lean, il y a un point essentiel, c'est que les gens s'entendent. Démarrer le lean dans une usine où ça craint, c'est dur parce que le lean va faire bouger beaucoup de choses. Donc si les gens s'entendent déjà pas, c'est compliqué. Toyota le sait et ils ont un programme pour ça qu'ils ont repris du TWI américain. Je ne sais pas si ça vous parle, le TWI, c'est Rosie's Riveter, l'effort de guerre américain pour faire les super forteresses pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont amené les femmes dans les usines, comme elles n'étaient pas habituées, ils ont fait des programmes. Donc il y a le job instruction, il y a le job method et la job relation. Job relation, c'est le premier de la trilogie parce qu'il dit on ne peut pas engager les gens s'ils s'entendent mal. Et c'est un savoir-faire de faire en sorte que les gens s'entendent bien dans une usine ou dans une organisation. Et là où Toyota est fort, c'est qu'ils ont repris ce qu'ils trouvaient de mieux dans le pays qui les a battus. Moi, je trouve ça d'une bonne ouverture d'esprit. Ce n'est pas toujours ce qu'on fait chez nous. Donc le TWI, le Job Relation, c'est quelque chose d'absolument important. J'ai écrit un bouquin sur Lean, mais j'en ai écrit un autre là-dessus, parce que pour moi, c'est encore plus important, parce que vous ne pouvez pas développer le Lean dans une boîte où les gens ne sont pas d'accord entre eux. Donc il faut que ça... Alors quand je dis pas d'accord, il faut que ça s'entende bien. On peut être en désaccord, mais un bon désaccord, pas se taper sur la gueule, quoi. Sinon, c'est vraiment dur. Et puis la dernière réalité, avant de passer aux choses un peu plus... c'est la négligence. On parle de l'exigence, mais il y a aussi beaucoup de négligence. On parlait de la petite culotte là tout à l'heure où il n'allait pas voir dans le stock. Voilà quoi. Je veux dire, wow. Et on s'aperçoit que, je vais être un peu méchant, les ateliers que j'ai visités là-bas, d'usinage, c'est un peu négligé. Ça fait pas, je me dis pas, waouh, ils sont à la pointe. Je me dis pas ça. Donc, si on veut être bon, avant d'être exigeant, il faut vraiment faire attention à la négligence. Et il y en a partout. Et ça nous coûte une fortune, la négligence. De ne pas faire le truc propre sur sa machine, de partir juste avant. Et puis derrière, c'est une panne. C'est super important de ne pas être négligent. C'est chiant, hein, mais d'un autre côté, ça passe par là, la réussite. Alors, c'est là que je vais parler un petit peu de moi. Vous savez, il y a toujours le truc personnel là, dans les exposés. Pourquoi j'ai été vers le Lean et comment j'ai fait ça. J'ai été vers le Lean il y a 20 ans parce que j'ai eu un énorme problème, plutôt positif, mais que je ne savais pas résoudre parce que moi je suis scientifique, je suis ingénieur et docteur en métallurgie, mais on ne m'a jamais appris à produire bien. On ne m'a jamais appris ça. Il y a 20 ans, Nokia vient chez nous, un peu plus de 20 ans même, hein. Nokia vient chez nous, Nokia fabrique des téléphones portables en 99, et ils veulent faire un téléphone de luxe, comme Toyota et Lexus. Ils se disent, voilà, c'est un produit que tout le monde est en train d'acheter, sauf qu'il n'y a qu'une seule gamme, et quelqu'un qui a de l'argent, il peut s'acheter une Ferrari, il peut s'acheter une Rolex, mais il ne peut pas s'acheter un téléphone plus cher que l'autre, parce qu'ils sont tous en plastique, tous pareils, et coûtent tous à peu près le même prix. Et ils ont décidé donc de faire le téléphone pour ces gens-là. Donc un téléphone tout en métal, avec du cuir derrière, tout ça. Ces gens-là étaient habitués à l'injection plastique pour les modes de conception. Pour faire du métal, ils sont tombés sur le mime. C'était logique. Et puis ils ont regardé quelles sont les sociétés de mime qui faisaient du produit dans leur cible, c'est-à-dire Rolex, et ils sont venus chez nous. Donc Nokia arrive, mais Nokia c'était un monstre, hein. Nous on était 25. Ils arrivent et disent on veut faire le téléphone chez vous. Et donc je leur dis super, et ils nous passent les commandes. Et puis on s'est fait complètement déborder, évidemment. Donc on a pris des commandes en millions, je ne savais pas les livrer, on faisait que du rebut, je ne livrais plus l'actionnaire, j'ai failli me faire virer. Et donc c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai cherché production de qualité en volume ou avec un très fort mix, parce que dans un téléphone il y a 60 pièces différentes qu'il fallait livrer tout ensemble toutes les semaines, avec 11 claviers de téléphone différents, donc 11 langages. Et donc j'ai cherché, parce que dans mes études on m'a appris à chercher. Par contre, et là je suis tombé sur Toyota. Pour différentes raisons, ce système m'a séduit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu une photo ce matin qui est géniale, c'était de Sakichi Toyota avec sa mère dans le musée de Kozai. C'est un petit musée qui est sur sa maison natale, dans un trou vraiment paumé, hein. J'y suis allé à ce musée-là, et
Alors j'ai fait cette photo-là, mais j'en ai fait une autre, c'est ce livre-là, Self-Help. Et Sakichi Toyota, ils expliquent que c'est c'est l'étincelle de sa vie d'adolescent. Il a lu ce bouquin-là, dont le titre est assez explicite, c'est « Aide-toi ». Et ça dit que la réussite, ça tient plus à la discipline, au travail, à la connaissance qu'à la chance et à l'assistanat. Et ça me plaît beaucoup. Moi, c'est comme ça que je suis. C'est pour ça que la période actuelle, j'ai un peu de mal. Et que la connaissance, c'est le plus grand plaisir humain. Et ça, c'est vrai. Je reviens aux étudiants. Soyez certains que la connaissance, c'est le plus grand plaisir humain. Donc, apprenez. Ces années-là, elles sont vitales parce que derrière, après, une fois qu'on sort de l'école, on apprend beaucoup moins, en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir les bases pour savoir comment ça marche. Dans une usine technique, il y a beaucoup d'usines techniques, je suis assez épaté par le nombre de personnes qui ne savent pas comment ça marche. Ils utilisent des machines ou des systèmes, des trucs, ils ne savent pas comment ça marche. Je peux me parler de la ERP aussi, hein. C'est-à-dire que quand on ne sait pas comment ça marche dans le détail, c'est assez dur de faire de la qualité et c'est assez dur, encore plus, de pouvoir l'améliorer. Savoir comment ça marche, c'est lié à la connaissance et un vrai travail. C'est ça, Toyota. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti, je veux faire un métier à tisser. Il s'est dit, je veux connaître complètement comment ça marche. C'est pour ça qu'il a fait ces métiers-là. Alors, comment on met en place tout ça? Moi, ce que j'aime chez Toyota, ces petites différences par rapport à l'esprit classique. La première chose, c'est l'écoute. C'est l'écoute de tout, des clients, des salariés, des fournisseurs, et puis c'est l'écoute du monde. C'est vraiment quelque chose qu'ils font différemment des autres et qu'ils font mieux. Moi, s'il y avait une seule chose qui m'épate encore, enfin, une preuve de la manière dont ils écoutent le monde, c'est qu'ils ont fait la Prius en 99. C'est les seuls qui ont fait ce truc-là, à cette époque-là. Parce qu'ils avaient compris que ça allait devenir le futur. C'est en écoutant qu'on arrive à comprendre ça. Cette écoute, elle est essentielle. Pour ça, il y a plein de façons de faire, mais je pense qu'en France, on n'écoute pas assez le monde qui nous entoure. Et c'est en écoutant ce monde-là qu'on avance. Et ce qui est le plus important à écouter, c'est le silence. C'est comme dans une usine, quand on la visite, le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce qu'un client mécontent, c'est rare qu'il le dise. En fait, un client mécontent, il ne dit rien. Et c'est là que c'est dangereux. Moi, on m'avait dit, c'est quand ta femme ne gueule plus qu'elle va se barrer. Et je fais attention à ça. Un truc aussi qui est très important chez Toyota, ils en parlent beaucoup, c'est la négociation. En fait, pour emmener les gens, c'est pas simple. Et si on leur bombarde les trucs à fond la caisse, même si on est quelqu'un de génial, ça peut être dur. Donc il faut négocier en permanence avec ses fournisseurs, avec ses clients, pour le prix, pour tout, et puis avec ses salariés, avec ses collègues. On négocie tout en permanence. Ce n'est pas une insulte de négocier. En France, on n'aime pas la négociation. On impose. Mais c'est comme ça qu'on casse tout. La négociation, il y a des techniques de négociation, ça s'apprend, c'est un vrai savoir-faire que les gens de Toyota ont. C'est pour ça qu'ils arrivent à planter des usines et à les faire croître de cette manière-là, alors que les autres n'y arrivent pas. C'est grâce à la négociation. Ils ont ce savoir-faire-là de négocier, de préparer le changement par la négociation. C'est pas du temps perdu de négocier, c'est vital. Par exemple, chez nous, Alliance, donc on n'a pas une très grosse société, on est 170, mais j'ai pas de délégué du personnel, j'ai pas de CE, j'ai rien du tout. C'est pas nécessaire, parce qu'on se parle tout le temps. Il n'y a pas d'instance, je n'en veux pas. Et les autres n'en veulent pas non plus, parce qu'on se cause tous les jours. Et on négocie tout. Alors, Toyota, quelque chose d'important qu'ils ont, c'est aller sur le terrain. Mais c'est pas visiter. C'est pas faire un tour dans l'atelier, puis regarder comme ça se passe, serrer les robinets. C'est rester à l'endroit,
et regarder les gestes des personnes qui font. Et là, on va regarder tout ce qui accroche, parce que les gaspillages sont là. En fait, vous allez voir que c'est rarement aussi fluide que ce qu'on pense. Il va toujours, on parlait du 5S tout à l'heure, il va toujours manquer quelque chose, le geste n'est pas sûr, la machine ne marche pas bien. Les gaspillages, ils sont là. C'est là qu'on le lean, c'est smooth and seamless, c'est-à-dire que les gestes, le produit doit couler comme une rivière. Et en fait, on s'aperçoit que souvent, ce n'est pas le cas du tout. Il y a plein de petits trucs qui font que ça rate. Mais ça, vous ne les voyez pas en passant. On les voit qu'en restant et en regardant les gens, comment ils se heurtent régulièrement à quelque chose. Donc ça, c'est ça qu'il faut aller voir sur le terrain. Ce n'est pas aller serrer les louches, hein. Enfin, c'est important aussi, mais c'est de rester là et de voir pendant 20 minutes, une demi-heure, vous allez forcément tomber sur le truc qui rate. Et c'est là qu'il faut aller bosser et faire le Kaizen. Le Kaizen, il l'a dit tout à l'heure, c'est rendre le travail des gens plus facile. Donc ce n'est pas des trucs phénoménaux, hein, c'est rendre le travail plus fluide. Parce qu'en fait, s'il y a une autre chose que j'ai vraiment apprise dans la démarche Lean, c'est les idées fausses. On parle sans arrêt du bon sens. Mais le bon sens, il nous trompe, parce que nos sens nous trompent. Donc le bon sens, c'est pas si évident que ça. Parce que le bon sens, c'est une fois que ma machine est réglée, je fais un maximum de pièces. C'est pas vrai. Donc les misconceptions, Taishi Ohno, il en parle dans son bouquin qui est génial, qui s'appelle Workplace Management. Il dit qu'on se trompe une fois sur deux. Et c'est vrai. Et c'est en restant dans l'atelier, en regardant, en étant sur soi-même du truc, qu'on évite les idées fausses. Parce que les idées fausses, elles nous tuent. Alors dans les gaspillages, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du boulot, quoi. En fait, on sépare le mouvement. Il y a énormément de mouvements dans les usines, c'est pour ça qu'il faut les compacifier, ce qu'il a fait. Là, c'est un truc qui est vraiment bien. Il y a le travail à valeur ajoutée, et puis après, il y a plein de trucs autour. Et dans ces plein de trucs autour, il y a énormément de gaspillage, c'est tout ce qui est totalement inutile. Puis après, il y a des choses qui ne sont pas totalement inutiles, mais qu'on ne vend pas. Par exemple, protéger les pièces. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on bosse tout le temps pour aller chercher de la compétitivité. Et puis, quelque chose qui est aussi, qui revient souvent, c'est les problèmes d'organisation. Je ne sais pas chez vous, mais moi, on me parle tout le temps, enfin souvent, de problèmes d'organisation. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas de problème d'organisation. Il y a des problèmes de 4M. Les 4M, c'est la matière. Alors, la matière, c'est important, on ne la prend jamais assez en compte, mais quand vous allez transformer de la matière, il faut savoir ce que c'est, donc, parce que les lots matières, ils changent. Il y a la main-d'œuvre, est-ce qu'elle est assez formée, est-ce que c'est fluide, est-ce que le geste est bon. Il y a la machine et puis il y a la méthode. En fait, en général, il n'y a pas de problème d'organisation, il y a juste des 4M qui ne vont pas. Donc on veut remettre des systèmes, mais il n'y a pas à remettre des systèmes, il y a à aller travailler ça. C'est ça le plus important, c'est ces 4M. Toujours. On doit toujours aller voir pour réduire les gaspillages et c'est à travers ça qu'on va le faire. Et à chaque fois qu'il y a un des 4M qui change, vous prenez un nouveau fournisseur de matière. Vous êtes sûr d'avoir un emmerde, 100%. Vous mettez des nouveaux salariés sur une ligne, sûr d'avoir un emmerde. Une nouvelle machine-outil aussi. Donc ça se gère, ça s'appelle le N4N chez Toyota. Et c'est très puissant parce qu'en général, on ne le fait pas. Et après, on s'étonne. Donc la dernière parole de M. Adaishi, là, c'est quand on est parti, là, il nous a dit ça. Donc si votre position dans l'entreprise ne vous permet pas de réduire les gaspillages, vous êtes inutile. Donc notre but dans l'entreprise, la place de tout le monde, c'est de réduire les gaspillages à tous les niveaux. Absolument tous les niveaux. Et Eiji Toyota, il dit, se contenter de la situation actuelle, même quand ça va bien, même quand on gagne du fric, eh ben, c'est le début de la fin. Parce que quand on gagne du fric, on se dit pourquoi j'irai plus loin, pourquoi je ferai du lean. Mais c'est pas vrai, parce que c'est jamais très long en fait. Parce que si vous gagnez du fric sur un créneau, il y a quelqu'un qui va venir vous le choper. En général, ça se passe comme ça. Dans ce qui est important, ce que je remarque chez Toyota, qui a moins ailleurs, c'est la précision. La précision est quelque chose de vital chez eux. On parle souvent de qualité, et c'est tout à fait justifié, tout à fait vrai, mais la qualité, elle vient souvent de la précision. La précision, on ne fait pas assez attention à ça, c'est comme la négligence. La précision, elle est dans la mesure déjà. On mesure plein de trucs, mais est-ce que c'est juste ?
Eh bien, soyons-en certains. Vous allez dans un laboratoire, est-ce que vous êtes sûr que ce qu'il vous a mesuré, c'est ce que vous voulez? La manière dont il a mesuré, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on peut comparer les mesures? Est-on vraiment sûr de nos données? On fait du big data avec des datas qu'on ne connaît pas très bien. Ça, c'est dangereux. Donc la mesure, c'est quelque chose de fondamental. Puis il y a le geste. Le geste, c'est ce qui doit être précis pour faire de la qualité. Si le geste n'est pas précis, on n'y arrivera jamais. Donc il faut s'entraîner. La précision, c'est quelque chose qui s'entraîne. Il y a l'information, le flux d'informations et ainsi de suite. Donc la précision doit être dans la tête en permanence. On ne doit pas être flou. Isao Yoshino, c'est un autre sensei que j'ai rencontré. C'était celui qui faisait le Hoshinkanri au président Sho. Le président Sho, c'est lui qui a pondu la Toyota Way en 2001. Et ce qu'il disait, c'est que le but, c'est que tout soit smooth and seamless. J'en ai déjà parlé. Donc dans les ateliers, ça doit être fluide. Pour que ce soit fluide, il faut que tout soit précis, parce qu'on n'est pas fluide quand tout est flou. D'ailleurs, c'est encore un autre sensei qui le dit. Lui, c'est Masamoto Amezawa. Il a été président de plusieurs sociétés de Toyota, dont la fabrique au Kentucky, et il a fini VP de Lexus. Et ce qu'il explique, c'est qu'on n'imagine pas les efforts que font les gens pour rester vagues. Ça va le faire, tu vois, le truc. Et ça, c'est pas bon pour la qualité. Dans la même veine, il y a la science. Si vous allez au musée de Toyota, vous allez voir qu'il y a beaucoup de science. Ils font des trade-off curves avec de la science. Il y a des diagrammes de phase, il y a des micrographies sur la fonte, sur tous les métaux qu'ils utilisent pour faire leur moteur et ainsi de suite, parce que on doit savoir de quoi on parle. La matière, c'est quand même la base d'à peu près tout, hein. Et donc, la science, c'est quelque chose d'important aussi dans la résolution de problèmes, parce que c'est la réalité qui vous permet de voir si votre théorie scientifique est juste. Donc ça, c'est un lien qui est important et qu'on doit faire absolument tout le temps. On parle de résolution de problèmes, et ça, c'est important parce qu'une autre chose de Toyota, c'est que moi, ils m'ont expliqué que c'est le seul moyen de former les gens. Un adulte, là ici on est dans une école, donc on forme des enfants, des jeunes adultes. Une fois qu'ils vont sortir d'ici, je dis enfants, c'est pas péjoratif, hein, parce qu'après on est des grands et on pense qu'on n'apprend plus. Et c'est très dur d'apprendre quand vous êtes âgé. La seule manière de faire et de le faire bien, c'est de résoudre des problèmes. Donc il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment faire rentrer quelque chose dans la tête de quelqu'un. Et puis il y a le savoir-faire. Le dernier sensei de la présentation, c'est Freddy Ballet. Lui, je l'ai beaucoup mieux connu. Le premier truc qu'il m'a dit quand je l'ai vu, et ça m'a fait aussi assez mal, c'est que de partir en production avec un projet mal conçu, c'est une faute professionnelle. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises usines. Il y a souvent des projets pourris. Et après, on essaye de les mettre en low cost pour réparer les emmerdes. Mais globalement, quand quelque chose est bien fichu, tu le fais en France, tu arrives à le faire bien. C'est ce que fait Toyota. Et c'est là que ça se passe. Et pour ça, il faut être bon. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut être précis. C'est ça qui est important. Donc c'est pas je développe un truc à la va-vite, je fais 3 protos, puis après je te balance ça dans une usine. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est vraiment la racine de la réussite. C'est la conception de produit. C'est ce sur lequel on passe le moins de temps, mais c'est ce qui va coûter le plus cher quand c'est mal fait. Donc la conception de produit, c'est absolument fondamental pour réussir à continuer à bosser ici. C'est absolument fondamental. Ma théorie là-dessus, c'est la théorie du signal. C'est-à-dire que on ne peut pas améliorer un signal. Si on parle de la musique, tu peux acheter un ampli à 10 000 €. Si le signal musical il vient d'un tourne-disque pourri, l'ampli sortira un son pourri. Donc tu peux avoir une usine magnifique. Si le produit qu'on lui met dedans il est mal conçu, eh ben, ça sera un mauvais produit. Donc le signal, c'est l'ingénierie. C'est pour ça que l'ingénierie doit être aux petits oignons. Et c'est là où Toyota ils sont vachement meilleurs que les autres. C'est pas tant dans la fabrication, c'est dans l'ingénierie qui fait que la fabrication va mieux. Et puis pour finir, je suis juste sur mon temps, impeccable, c'est la conclusion de Toyota, c'est que le produit, c'est le process. Là, je vous avais parlé du bracelet de montre au début, là, on est exactement là-dedans. C'est quand on maîtrise les process qu'on peut faire le produit qui va bien.
Et donc on est au cœur, on ne parle pas d'organisation particulièrement, on ne parle pas de flux, on parle déjà du processus de fabrication. Là où ils sont vraiment très forts, c'est là. Voilà, donc j'ai focalisé sur ces points-là. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire sur Toyota, on a entendu d'autres intervenants le faire, mais je voulais focaliser sur cet aspect matériaux et sciences, surtout parce qu'on est dans cette école qui est au cœur de tout ça. Donc merci beaucoup pour votre temps.